Salut, c'est parti pour le sommaire de votre émission sportive préférée. La victoire du Real Madrid contre Valence, avec des buts de Luka Modric et Jude Bellingham. Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool. Ronaldo veut gagner la Ligue des Champions asiatiques avec Al Nassr. L'OM en tête de vente de maillot cette saison. Diana Samoa relance le débat sur son penalty manqué contre l'Uruguay à la Coupe du Monde 2010. La nuit de folie au stade Mestalla. Le Real Madrid a arraché une victoire 2-1 au bout du suspense face à Valence. Les hommes de Carlo Ancelotti ont pris la tête pour la première fois de la Ligue avec 43 points en 19 matchs après cette victoire. Mais que dire de ce match qui a tout un scénario hollywoodien? Luka Modric, à 39 ans, continue de créer sa légende en égalisant dans un contexte ultra tendu après l'expulsion de Vinicius Junior. Le Brésilien a une nouvelle fois fait parler de lui, non pas pour ses performances, mais pour son tempérament. Le club compte faire appel contre son carton rouge, mais cela ne masque pas la récurrence de ses écarts. Peut-on vraiment miser sur Vinicius Junior comme futur visage du Real Madrid avec une telle instabilité? Mention spéciale par contre à Jude Bellingham, auteur d'un match héroïque. À seulement 21 ans, l'Anglais assume son rôle de leader. But, passe décisive et une déclaration qui reflète l'ADN du Real. Je veux être un leader de cette équipe. Ce genre de match montre que c'est le Real Madrid. Porter ce badge signifie ne jamais abandonner. C'est la mentalité que nos supporters méritent, a-t-il déclaré. Une mentalité exemplaire que certains devraient peut-être prendre pour modèle. La question qui se pose, le Real va-t-il continuer à dominer la Liga? Et pendant ce temps en Angleterre, Mohamed Salah, une légende qui tire sa référence. Dans une interview accordée à notre confrère Sky Sports, l'Égyptien Mohamed Salah a annoncé son départ de Liverpool à la fin de la saison. Mais est-ce vraiment un choix? Une décision imposée par un manque de progrès dans les négociations de contrat? Avec 19 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison avec Liverpool, Salah est au sommet de son art. Pourtant, pour l'instant, oui, pour les 6 premiers mois, il n'y a eu aucun progrès dans les négociations. Nous sommes loin d'aboutir à un accord sur mon contrat. Il faut donc attendre et voir, a-t-il confié. À 33 ans en juin prochain, il semble vouloir finir sur notre grandiose. Je veux gagner la première ligue. C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 en raison du Covid, et aussi parce que c'est ma dernière année au club. Donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville, a-t-il souligné. Une déclaration pleine d'émotions qui met en lumière l'importance du symbole, mais aussi la fragilité d'une relation autrefois idyllique entre le joueur et son club. Une question se pose alors. Liverpool peut-il se permettre de perdre un tel joueur sans un plan solide pour l'avenir? Faisons un détour en Arabie Saoudite où Cristiano Ronaldo vise une Ligue des Champions d'Asie avec Al Nassr. 2 ans après son arrivée à Al Nassr, Ronaldo affiche toujours une ambition intacte. La Ligue des Champions de l'FC est quelque chose que je veux gagner pour le club. Je vais continuer à pousser et aider Al Nassr à remporter des titres. Je crois que cette année sera une bonne année pour Al Nassr, a-t-il souligné. Une déclaration qui suscite l'interrogation. Avec un seul trophée remporté en Arabie Saoudite, peut-on encore parler de succès pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire? Ou est-ce le reflet d'un Ronaldo désormais loin des standards européens qu'il incarnait? Malgré tout, son influence reste indiscutable. 74 buts et 18 passes décisives en 2 ans. Mais l'homme de son passé glorieux en Europe plane toujours. Sa quête de trophée asiatique semble davantage une tentative de maintenir sa flamme compétitive qu'un véritable projet sportif. CR7 a par ailleurs évoqué son avenir, mettant ainsi fin à la rumeur qu'il envoyait au PSG. Je suis heureux en Arabie Saoudite et ma famille est heureuse. Nous avons commencé une nouvelle vie dans ce beau pays, a-t-il affirmé. L'OM en tête des ventes de maillots. Le site foot.fr a publié son classement des meilleures ventes de maillots pour le second semestre 2024. Et une surprise de taille vient bousculer la hiérarchie. L'Olympique de Marseille domine le marché, surpassant des géants comme le FC Barcelone et le Real Madrid. Pour la 3e année consécutive, l'OM se hisse au sommet grâce à une politique sportive et marketing ambitieuse. L'arrivée du technicien italien Roberto De Zerbi sur le banc, le recrutement marquant comme Hojbjerg, Rabiot et Greenwood, ainsi que la célébration du 125e anniversaire du club avec une édition spéciale du maillot, ont fortement contribué à cet engouement. Le Real Madrid prend la 2e place, stimulé par l'arrivée de Kylian Mbappé. De son côté, le FC Barcelone, porté par le phénomène Lamine Yamal, occupe la 3e place. Ce jeune prodige continue de séduire les fans du monde entier. Le Paris Saint-Germain doit quant à lui se poser des questions. Le club de la capitale, autrefois maître incontesté de ce classement, demeure à la 4e place. Les départs successifs de stars comme Neymar, Messi et Mbappé semblent avoir considérablement affaibli son attractivité. Ces départs ont laissé un vide, non seulement sur le terrain, mais aussi en termes de popularité. Alors,
Le PSG peut-il revenir au sommet des ventes ou est-il condamné à rester dans l'ombre des clubs plus populaires? Ou encore assiste-t-on à un long déclin qui risque de coûter cher à long terme? Si des clubs comme Arsenal, Manchester City et le Bayern restent dans le top 10, l'11 qui ferme le classement prouve que l'engouement populaire ne se limite pas aux géants européens. Et pour finir, l'ancien capitaine des Black Stars Asamoah Gyan fracasse ses anciens coéquipiers pour ne pas avoir pris leurs responsabilités selon lui face à l'Uruguay à la Coupe du Monde 2010. Il a relancé un épisode douloureux pour le football africain en traitant ses anciens coéquipiers de lâches pour ne pas avoir osé tirer le pénalty à la dernière minute de prolongation contre l'Uruguay. Lorsque j'ai manqué mon pénalty, j'ai été victime d'abus et traité de tous les noms. Parce que d'autres disaient que j'aurais dû laisser le soin à d'autres de tirer. Pourquoi les autres ne sont-ils pas avancés pour le faire? Ils avaient peur, des lâches. Je le répète, ce sont des lâches, a-t-il déclaré. Mais est-ce que cela va suffire pour justifier son échec? Si son tir raté reste l'un des moments les plus traumatisants de l'histoire du sport africain, ses déclarations tardives manquent de hauteur. Pourquoi revenir sur cet épisode 14 ans après? Est-ce une tentative de rejeter la responsabilité d'un échec personnel sur les autres ou un besoin de vider son sac face à des critiques qui le ont encore? Dans tous les cas, ces propos risquent d'accentuer les divisions autour de cet épisode historique. Vinicius Junior peut-il devenir le visage du Real Madrid malgré ses écarts? Salah quittera-t-il Liverpool en héros? Ronaldo marquera-t-il l'histoire avec Al Nassr?